Salut tout le monde, c'est Manu. Et aujourd'hui, on va parler d'un film que j'avais eu la chance de voir en avant-première au Festival international du film d'animation de Annecy. Et malheureusement, une fois le moment venu de faire la vidéo, j'ai juste eu un énorme blanc. Impossible de me remettre le film dans la tête et en parler. Mais maintenant qu'il est sorti, j'ai enfin pu le revoir et vous faire cette chronique. Je vais commencer par l'histoire qui est le point fort de ce film, puis de son côté technique qui a de bons et de mauvais côtés. Bref, aujourd'hui je vous parle de Mirai, ma petite sœur, de Mamoru Hosoda. Mirai, ma petite sœur est le 8e film d'animation réalisé par Mamoru Hosoda et le 3e qu'il a scénarisé et produit après Ameyuki et Le Garçon et la Bête au sein du studio Chizu dont il est le créateur. Comme pour ses deux précédents films, le thème reste la famille, mais surtout son intimité, son histoire et les liens qui la composent. Je ne mets pas vraiment Summer Wars dans le même panier, car même si la famille est centrale dans le déroulement du film, il n'y a pas vraiment cette intimité qui est beaucoup plus présente dans ses propres scénarios. Bref, le film tourne autour de Kun, un enfant de 4 ans qui a une mère manager en entreprise et un père architecte. Ils vivent dans une maison en gradin conçue par le père de Kun autour d'un arbre dans la ville de Yokohama. Donc c'est une famille plutôt banale de la classe moyenne. Petite anecdote, le quartier dans lequel ils vivent se situe non loin du port de Minato Mirai qui fut le premier à s'ouvrir au commerce international avec celui de Kobe au début de l'ère Meiji et a été l'un des ports les plus futuristes dans les années 80. Bref, si vous avez vu le film, vous pouvez comprendre cette petite référence passé, présent, futur, et pour les autres, on continue, vous comprendrez plus tard. La vie du petit Kun, fils unique pendant 4 ans, va être bouleversée par l'arrivée de sa petite sœur. Maintenant, avec 2 enfants, le père décide de passer en indépendant pour travailler de chez lui et la mère reprend le travail assez rapidement car une de ses collègues va aussi accoucher. Comme vous pouvez vous en douter, l'arrivée d'un deuxième enfant est toujours difficilement vécue par l'aîné et il commence donc à faire des crises comme tout enfant en manque d'attention. Et c'est là que le fantastique fait son entrée. Car chaque crise du petit garçon se transformera en aventure, prenant place dans la cour de la maison autour de l'arbre central et se retrouvera transporté à la découverte du présent, du passé et du futur de sa famille et des membres qui la composent à travers l'histoire. Même si le récit est assez simple, la famille qu'il représente dans son film est assez éloignée du cliché de la famille japonaise traditionnelle. Et c'est vraiment un pur bonheur. Les 2 parents ont un emploi et c'est le père qui décide de travailler à la maison pour s'occuper des enfants avec toutes les difficultés que cela implique. Plusieurs blagues reposent sur le fait qu'il n'a absolument pas conscience de ce que cela représente. Car au final, le film nous montre que s'occuper d'une maison et d'enfants est finalement déjà un travail en soi. Lors de la conférence de presse, Mamoru Hosoda nous a expliqué que certaines situations décrites dans le film renvoient à sa propre expérience. お母さんがとってもやっぱり僕の奥さんに近いと思いますね。奥さんが実際に言ったことがそのままセリフになっているところも多いです。あなたは人前だといいパパのふりをするけども本当は違うでしょっていうふうなことは実際に僕が言われたようなセリフだったんじゃないかと思うんだけど。À mon goût, ce qui fait la saveur de cette histoire est justement sa simplicité. On rigole devant des situations banales qui renvoient à des expériences que tout un chacun peut avoir expérimentées, soit en tant qu'enfant, soit en tant que parent. Il est maintenant temps de passer au côté technique. Commençons par la musique qui est vraiment superbe. Le compositeur derrière est Takagi Masakatsu. Il avait déjà composé les bandes originales des 2 précédents films de Mamoru Hosoda. Nous sommes donc dans une continuité avec un compositeur et un réalisateur qui se comprennent plutôt bien. La musique d'ouverture, sobrement nommée Mirai no Mirai, est de Tatsuro Yamashita, un grand nom de la city pop dans les années 80. Et là, vous allez me dire, bah c'est quoi la city pop ? Et je vous répondrai, la city pop est un genre de musique japonaise funky fondé sur un lifestyle urbain dans un état d'esprit d'oisiveté et de joie. Jean Morel, Nova. Et si vous trouvez ça flou, dites-moi dans les commentaires si vous voulez en savoir plus.
Et j'espère que ça finira pas comme l'épisode sur le NK, parce que ça fait un moment que je dis que je vais le faire. Bref, la musique dans son ensemble est vraiment super sympa et supporte très bien le film. Mais alors, qu'en est-il de l'animation? Elle est cool! Plus sérieusement, il y a des choses vraiment superbes, et je pense surtout à la séquence de fin. Si vous avez vu le film, c'est celle qui vous fait dire « Waouh ». Et pour les autres, vous comprendrez une fois que vous aurez vu le film. Dans son ensemble, c'est vraiment bien foutu, avec une très bonne direction artistique. Mais il y a deux choses qui m'ont dérangé, certains passages en 3D et les gimmicks de mouvement de caméra. En clair, les moments où Kun est transporté dans l'ambiance fantastique est vraiment superbe la première fois. Et le plan de caméra plongeante sur la ville de Yokohama est vraiment beau la première fois. En gros, voici un peu mes pensées pendant la séance. Ouh, putain, il est classe ce plan. Ouais bon, c'est bon, on a compris, c'est un joli plan. Ah, on a compris, c'est bon, arrête. Une belle composition avec un joli mouvement de caméra, ça épate, mais réutilisé autant de fois... On se retrouve juste à jouer au jeu des 7 erreurs, ou plutôt le jeu des 7 éléments de décor et d'habillement des personnages qui sont modifiés. Comme dit précédemment, c'est un gimmick, et il est utilisé pour un changement temporel ou un changement d'environnement, mais personnellement, ça m'a un peu lassé à force. Un autre point négatif sont certains décors en 3D. À mon goût, il y en a certains qui sont du niveau de la salle de bal de La Belle et la Bête, qui, lui, était une prouesse technique en 91. Je ne sais pas trop quoi dire, j'ai le sentiment que Mamoru Hosoda a juste testé des trucs. Des fois ça passe, des fois ça casse. Et je pense que c'est la meilleure façon de décrire le film. Une très belle histoire, de belles images, mais aussi un laboratoire de test. Ça n'enlève rien à la qualité du film qui est très bon, mais je pense que ce côté laboratoire aurait plus sa place dans des courts-métrages, car les plans, waouh, qui se transforment en... par leur surutilisation, c'est franchement dommage. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit commentaire. Je réponds toujours et je suis ouvert au débat si vous avez des avis différents. Je remercie le Festival international du film d'animation de Annecy qui m'ont permis de participer et assister à la conférence de presse de Mamoru Hosoda. Alors ja, matane!